terme, qu'elle soit à la fois romantique et épanouissante sur le plan affectif et sexuel. Dès lors, faut-il s'étonner que tant de relations s'effondrent sous un tel fardeau? Il est difficile de susciter l'excitation, l'attente et le désir chez la personne dont on attend par ailleurs confort et stabilité. Mais ce n'est pas impossible. Je vous invite à réfléchir aux moyens d'introduire du risque dans la sécurité, du mystère dans le familier et de la nouveauté dans la stabilité. Chemin faisant, nous nous demanderons comment l'idéologie moderne de l'amour s'oppose parfois aux forces à l'œuvre dans le désir. L'amour prospère dans une atmosphère de proximité, de réciprocité et d'égalité. Nous cherchons à connaître l'être aimé, à le garder près de nous, à réduire la distance qui nous en sépare. Nous prenons soin de lui, nous nous inquiétons pour lui, et nous nous en sentons responsables. Pour certains d'entre nous, l'amour et le désir sont inséparables. Mais pour beaucoup d'autres, l'intimité émotionnelle inhibe l'expression du désir. Tout ce qui relève de l'attention, de la protection et tout ce qui nourrit l'amour bloque souvent la spontanéité qui se trouve à la source même du plaisir érotique. Ma conviction, renforcée par 20 ans de pratique, est qu'en cherchant la sécurité à tout prix, beaucoup de couples confondent amour et fusion. Cette confusion est de mauvais augure pour leur sexualité. Afin de maintenir l'élan vers l'autre, il doit y avoir une distance à franchir. L'érotisme a besoin de séparation. Autrement dit, il se développe dans l'espace qui existe entre soi et l'autre. Pour communier avec l'être aimé, nous devons être capables de tolérer ce vide et sa part d'incertitude. Pendant que nous y sommes, considérons un autre paradoxe. Le désir s'accompagne souvent de sentiments qui privent l'amour de ses moyens. Des sentiments comme l'agressivité, la jalousie ou la discorde. J'explorerai les pressions d'ordre culturel qui s'exercent sur la sexualité conjugale pour la rendre équitable, égalitaire et sans risque, mais qui suscitent aussi l'ennui chez tant de couples. Il me semble possible d'avoir une sexualité plus excitante, plus ludique, voire frivole, en se libérant un peu de notre tendance culturelle à faire de la démocratie en chambre. Pour étayer cette idée, nous ferons un détour par l'histoire sociale. Nous verrons que les couples contemporains investissent davantage dans l'amour que par le passé, alors même que par un cruel coup du sort, c'est justement ce modèle amoureux et matrimonial moderne qui se cache derrière le nombre croissant de divorces. La question est donc de savoir si les structures maritales classiques peuvent s'accorder avec les obligations qui les accompagnent aujourd'hui, surtout quand le traditionnel « jusqu'à ce que la mort nous sépare » fait référence à une durée de vie 2 fois plus longue que durant les siècles précédents. L'intimité serait la potion magique capable de rendre possible un tel miracle. Nous analyserons ce point en détail et selon différentes perspectives, mais je voudrais dès à présent dénoncer le cliché qui réduit les femmes à des créatures romantiques et les hommes à des conquistadors du sexe. Ce cliché aurait dû être balayé depuis longtemps. Et avec lui, toutes les idées qui présentent les femmes comme des êtres attendant l'amour, essentiellement fidèles et attirés par la sphère domestique, tandis que les hommes seraient biologiquement non monogames et effrayés par l'intimité. Les changements sociaux et économiques de l'histoire occidentale récente ont modifié les lignes de partage traditionnelles entre les genres, en redistribuant ces traits de caractère chez les hommes comme chez les femmes. Si les stéréotypes peuvent contenir une part importante de vérité, ils sont loin de pouvoir expliquer les complexités des relations modernes. Pour ma part, je suis en quête d'une approche plus androgyne de l'amour. En tant que thérapeute conjugale, j'ai inversé les priorités cliniques habituelles. Dans mon domaine, on nous apprend qu'il faut d'abord se renseigner sur l'état du couple, puis se demander comment cela se traduit dans la chambre à coucher. Vu ainsi, la relation sexuelle est une métaphore de la relation globale. L'hypothèse sous-jacente étant que si l'on peut améliorer cette dernière, le sexe suivra. J'ai constaté que ce n'était généralement pas le cas.
L'expérience clinique a toujours favorisé la verbalisation au détriment de l'expression corporelle. Pourtant, la sexualité et l'intimité affective sont deux langages différents. J'aimerais redonner au corps sa place légitime dans les discussions sur le couple et l'érotisme, car il porte souvent en lui des vérités émotionnelles que les mots peuvent trop facilement laisser de côté. Les dynamiques qui suscitent le conflit dans la relation, particulièrement celles liées au pouvoir, au contrôle, à la dépendance et à la vulnérabilité, deviennent souhaitables quand elles sont exprimées à travers le corps, quand elles sont érotisées. Le sexe est dès lors le moyen d'éclairer les luttes et les confusions entre l'intimité et le désir, tout autant qu'une façon de commencer à atténuer ces antagonismes destructeurs. Le corps de chaque partenaire, témoin de son histoire et du poids des impératifs culturels, est alors un texte que nous pouvons lire ensemble. Il est temps d'expliquer certains termes que les lecteurs rencontreront dans ce livre audio. Pour plus de clarté, j'utiliserai le terme « mariage » pour des engagements affectifs sur le long terme, et pas seulement pour les couples unis légalement. Et je passerai librement des pronoms féminins au masculin sans que cela induise nécessairement un jugement sur chaque genre. Moi-même, comme mon prénom l'indique, je suis une femme, mais je suis aussi le produit d'un mélange de cultures et j'ai vécu dans de nombreux endroits. Je tiens à donner au sujet de ce livre une dimension culturelle, voire multiculturelle. J'ai grandi en Belgique, étudié en Israël et terminé ma formation aux États-Unis. Ayant vécu à cheval sur plusieurs cultures pendant plus de 30 ans, j'ai le point de vue confortable du spectateur. Cette position stratégique m'a ouvert de multiples perspectives, utiles à mes observations, sur la façon dont nous nous développons sexuellement, dont nous nous attachons à l'autre, dont nous parlons de l'amour et nous adonnons au plaisir du corps. J'ai utilisé cette expérience personnelle dans mon travail de clinicienne, d'enseignante et de consultante dans le domaine de la psychologie interculturelle. Ayant orienté mes recherches sur les questions de transition culturelle, j'ai travaillé plus spécifiquement avec 3 types de populations. Les 2 premiers, les familles de réfugiés et les familles de cadres internationaux, sont les 2 groupes qui se déplacent le plus aujourd'hui, bien que pour des raisons différentes. Le troisième est constitué des couples mixtes d'un point de vue culturel, qu'ils soient interraciaux ou interreligieux. Dans ce cas, les changements culturels ne sont pas consécutifs à des déplacements géographiques, mais se produisent plutôt dans le propre salon des protagonistes. Comprendre comment ce mélange de cultures a influé sur les relations entre les sexes et l'éducation des enfants m'a passionnée. J'ai réfléchi aux différents sens que pouvait avoir le mariage, à la façon dont son rôle et sa place dans les systèmes familiaux plus larges variaient selon le contexte national. Est-ce un acte privé entre 2 individus ou une alliance entre 2 familles? Au cours de mes séances de thérapie conjugale, j'ai cherché à faire ressortir les nuances culturelles à l'arrière-plan des débats sur l'engagement, l'intimité, le plaisir, l'orgasme et le corps. L'amour est peut-être universel, mais dans chaque culture, ces constructions sont définies dans des langages différents, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. J'ai été particulièrement sensible aux discussions tournant autour de la sexualité infantile et adolescente. C'est dans les messages qu'elle envoie à ses enfants qu'une société en dit le plus sur ses valeurs et sur ses objectifs, sur ses motivations et ses interdits. Je parle 8 langues. J'en ai appris quelques-unes à la maison, d'autres à l'école ou en voyage, et 1 ou 2 par amour. Dans l'exercice de mon métier, je suis amenée à utiliser mes compétences multiculturelles aussi bien que linguistiques. Mes patients sont hétérosexuels et homosexuels. Je ne travaille pas à l'heure actuelle avec des transsexuels. Mariés, engagés, célibataires, remariés. Ils ont tous les âges. À eux tous, ils forment un vaste spectre de cultures, de races et de classes. Leurs histoires individuelles mettent en relief les dynamiques culturelles et psychologiques qui façonnent notre façon d'aimer et de désirer. Une des expériences personnelles les plus déterminantes à l'origine de ce livre pourra sembler n'avoir qu'un rapport indirect avec son thème, mais je dois vous en faire part. En effet, elle éclaire mes motivations profondes.
Mes parents